Comment une famille née dans un ghetto crasseux, rejetée par la société, sans droit de posséder des terres ni d'entrer dans les métiers nobles, a-t-elle réussi à prêter de l'argent au roi, à financer des guerres et à devenir, pendant un siècle, la dynastie bancaire la plus puissante de l'histoire? Ce que tu t'apprêtes à voir n'est pas une théorie du complot, ni une légende urbaine. C'est l'histoire très réelle d'une famille qui a compris trois choses avant tout le monde: la puissance de l'information, la force d'un réseau et l'importance de protéger la famille avant l'argent. De l'ombre au trône, la véritable ascension de la famille la plus riche. Derrière cette promesse, il n'y a pas un conte de fées, mais une succession de décisions calculées, parfois géniales, parfois très discutables, qui vont transformer un marchand de pièces d'un ghetto allemand en chef d'une dynastie capable de faire trembler les marchés européens. Dans cette vidéo, on va répondre à trois grandes questions. D'abord, comment une famille inconnue, sans titre, sans armée, sans territoire, a-t-elle posé les bases du système bancaire moderne à partir d'une simple boutique dans le ghetto de Francfort? Ensuite, comment les fils, envoyés à Londres, Paris, Vienne, Naples et restés à Francfort, ont-ils transformé ce petit commerce en réseau financier international, au point de devenir les banquiers des rois et les architectes invisibles de nombreux emprunts d'État? Et enfin, comment cette dynastie a-t-elle réussi à survivre aux révolutions, aux crises financières, à deux guerres mondiales et à la montée d'empires concurrents comme la Maison Morgan, pour rester aujourd'hui encore une puissance discrète mais bien réelle dans la finance mondiale? Reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier tournant de leur histoire est contre-intuitif. La famille a parfois préféré sacrifier de l'argent à court terme pour protéger quelque chose de beaucoup plus précieux. Et c'est probablement l'une des rares raisons pour lesquelles le nom Rothschild existe encore 2 siècles plus tard. Pour comprendre comment on construit un empire financier, il faut oublier les tours en verre, les costumes 3 pièces et les salles de marché. Tout commence dans une rue étroite, humide, surpeuplée, le ghetto juif de Francfort, à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, les Juifs de Francfort vivent parqués dans un quartier fermé par des portes. Ils n'ont pas le droit de posséder des terres, sont exclus de nombreuses corporations d'artisans et n'ont accès qu'à quelques métiers tolérés: commerce de détail, fripe, objets d'occasion, petite finance de proximité. La misère matérielle se combine à l'humiliation juridique. C'est dans ce contexte que naît Mayer Amschel Rothschild. Très tôt, il montre une obsession pour 2 choses: le savoir et les objets de valeur. Il se forme chez un marchand de monnaie et de médailles, apprenant à reconnaître les pièces rares, à comprendre leur histoire, mais surtout à identifier quel prince serait prêt à payer très cher pour les posséder. Mayer comprend vite que les pièces ne sont qu'un prétexte. Ce qu'il vend vraiment, c'est l'accès. Accès à des objets rares, à de l'information, à des contacts, à des services que d'autres ne rendent pas. En devenant progressivement le fournisseur attitré de certains nobles allemands, il s'ouvre la porte la plus importante de toutes, celle du landgrave de Tesscassel, l'un des seigneurs les plus riches de la région. Petit à petit, la relation change de nature. Mayer ne se contente plus de vendre ou d'acheter des pièces. On lui confie des dépôts, des commissions, des montants à placer. Il gère de l'argent, il le fait circuler, il l'avance parfois, il le récupère avec intérêt. Sans encore porter officiellement le titre de banquier, il commence à fonctionner comme tel. Dans une Europe en guerre quasi permanente, cette position est en or. Les princes ont besoin de liquidités rapides pour payer des soldats, acheter des armes, financer des campagnes. Les circuits officiels sont lents, bureaucratiques, exposés politiquement. Mayer, lui, opère dans l'ombre avec une petite équipe, une réputation de fiabilité et surtout une obsession: ne jamais trahir la confiance de ses principaux clients. Au ghetto, sa réussite se voit. Sa maison devient plus active, plus fréquentée, plus prospère que les boutiques voisines. Mais Mayer ne tombe pas dans le piège classique du nouveau riche qui s'expose. Il investit dans le capital invisible, relations, réseaux et surtout éducation de ses enfants. Il prépare dans l'ombre la transformation la plus importante de l'histoire de sa famille. En quelques décennies, un simple marchand de monnaie du ghetto devient le gestionnaire de la fortune d'un des hommes les plus riches du Saint-Empire. Il accumule un capital considérable, bien sûr, mais surtout il obtient quelque chose que l'argent ne suffit pas à acheter: la confiance totale d'un souverain, la permission d'intervenir dans ses finances, et le droit implicite de parler d'égal à égal avec ceux qui dirigent des armées. C'est là que naît le véritable trône Rothschild. Pas un trône politique, mais un trône financier. Et Mayer sait qu'il ne pourra pas garder ce pouvoir s'il reste enfermé dans un seul ghetto. Pour changer de dimension, il doit transformer sa famille entière en machine de guerre financière. Un homme seul, même brillant, même extrêmement riche, reste vulnérable. Il peut tomber malade, être ciblé par le pouvoir, se faire saisir ses biens. Mayer va donc faire ce que très peu de gens osent faire à ce niveau: décentraliser son propre pouvoir. Son plan est simple et radical: transformer chacun de ses fils en clones stratégiques,
envoyés dans une capitale différente. Et c'est cette décision, plus que tout le reste, qui va faire des Rothschild non pas une bonne maison de banque, mais la première véritable multinationale financière de l'histoire. Maintenant, imagine la scène. Tu es un banquier juif toléré mais pas vraiment accepté, coincé dans un ghetto. Et tu décides d'envoyer tes 5 fils prendre position, chacun, dans une capitale stratégique d'Europe. Ce n'est plus une famille, c'est un réseau. Et ce réseau va devenir l'arme la plus puissante de la finance du XIXe siècle. Au moment où Mayer Amschel sent que sa santé décline, son empire n'est pas encore une maison internationale. Il y a des contacts, des clients, des flux d'argent, mais tout reste centré sur Francfort. Pour durer au-delà d'une génération, il faut autre chose, une structure qui ne meurt pas avec lui. Son idée est simple et brutale, faire de chacun de ses fils un pilier autonome. Amschel reste à Francfort pour garder la base historique. Nathan part à Londres, le nouveau cœur financier de l'Europe. Salomon s'installe à Vienne, proche de l'Empire austro-hongrois. Karl prend Naples, porte d'entrée vers l'Italie et la Méditerranée. James, le Benjamin, se positionne à Paris, capitale politique et culturelle de premier plan. Sur le papier, on pourrait croire que c'est une dispersion risquée. En réalité, c'est exactement l'inverse. Les Rothschild créent un système décentralisé où chaque frère dirige sa propre maison, mais sous une stratégie familiale unique. Ils partagent les informations, les risques, les occasions d'affaires. Un État veut lever un emprunt à Paris, les autres branches peuvent aider à placer les titres à Londres, Vienne ou Naples. Ce qui les différencie des autres banquiers, ce n'est pas seulement l'argent, c'est la vitesse et la coordination. À une époque où les nouvelles voyagent à cheval, en diligence ou par bateau, les Rothschild mettent en place un réseau de courriers privés, de codes, de relais et de contacts qui leur permet d'avoir l'information avant tout le monde. Quand un traité de paix se signe, quand une armée recule, quand un gouvernement s'apprête à émettre un emprunt, la nouvelle peut parfois arriver chez eux avant d'atteindre certains ministres. Cette avance informationnelle, à une époque où les marchés obligataires commencent à prendre de l'importance, vaut de l'or. Le meilleur exemple de cette montée en puissance, c'est Nathan à Londres. Il arrive dans une ville en pleine mutation. L'Angleterre est en train de devenir la première puissance industrielle, sa flotte contrôle les mers, et la City commence à s'imposer comme le centre des paiements internationaux. Nathan n'est pas là pour faire de la figuration. En quelques années, il passe du commerce de textiles et de métaux à de véritables opérations financières de grande ampleur. Avance sur emprunt public, placement de titres, gestion d'or pour le gouvernement. Il apprend vite à jouer sur plusieurs tableaux. Fournir l'État, servir les grandes maisons de négoce et rester connecté à Francfort et aux autres frères. Sa maison londonienne devient un modèle. Ce n'est plus seulement une banque, c'est une plateforme. Elle peut lever des capitaux sur le marché britannique, les envoyer en Europe, intervenir sur le marché de l'or, prêter à des gouvernements alliés et en retour, se faire payer en intérêts, en influence et parfois en actifs stratégiques. De son côté, James, installé à Paris, va jouer un rôle clé dans un domaine qui va littéralement redessiner la carte européenne, les chemins de fer. L'État français, comme d'autres, hésite entre construire lui-même ses lignes ou les confier à des compagnies privées appuyées par de grands financiers. Les Rothschild voient immédiatement l'opportunité. En participant au financement de lignes majeures, notamment vers le nord de la France et la Belgique, et vers le sud à partir de Paris, la maison parisienne s'assure des revenus sur le très long terme, tout en prenant des participations dans des secteurs connexes, mines, métallurgie, industrie lourde. Le chemin de fer, c'est un réseau physique qui reflète leur propre réseau financier. Plus les rails s'étendent, plus leurs intérêts s'imbriquent dans l'économie réelle. Résultat, au milieu du XIXe siècle, une part impressionnante du capital investi dans les chemins de fer européens provient directement ou indirectement des Rothschild. Ils ne se contentent plus de prêter à des princes. Ils structurent la colonne vertébrale économique d'un continent entier. En une génération, la famille passe d'un banquier de cour à un réseau de 5 maisons coordonnées, présentes dans toutes les capitales qui comptent. Elles financent des États, des guerres, des rails, des ports, des mines. Elles peuvent prêter en une monnaie, se faire rembourser en une autre, arbitrer des taux de change, jouer sur la confiance ou la défiance à l'égard d'un gouvernement. À certains moments du XIXe siècle, un État européen qui veut lever un gros emprunt n'a en pratique que 2 options sérieuses, les Rothschild ou leurs principaux rivaux. Et même les rivaux regardent de près ce que fait la famille, parce que leur participation ou leur refus envoie un signal au marché. À ce stade, de l'ombre au trône n'est plus une métaphore. Leur avis peut faire la différence entre un régime qui survit et un régime qui s'effondre. Mais cette montée est loin d'être terminée. Le vrai test pour un empire financier, ce n'est pas la croissance tranquille. C'est ce qui se passe quand le monde brûle. Or, au XIXe et au début du XXe siècle, l'Europe va entrer dans un cycle quasi ininterrompu de crises, de guerres,
de révolution et de recomposition des puissances. Et c'est dans ce chaos que les Rothschild vont à la fois atteindre leur apogée et commencer à perdre l'avantage. Là où la plupart des fortunes explosent en plein vol pendant les guerres et les dépressions, les Rothschild, eux, donnent l'impression de retomber sur leurs pieds. Mais aucune domination ne dure éternellement. La question, c'est comment ont-ils tiré parti des grandes crises du 19e siècle? Et pourquoi, malgré tout, leur pouvoir commence à s'éroder à l'ère des empires modernes et des guerres mondiales? Pendant la première moitié du 19e siècle, l'Europe est secouée par les guerres napoléoniennes, les révolutions, les recompositions de frontières. Chaque conflit, chaque traité, chaque reconstruction a un point commun. Il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Le modèle est simple. Un État veut financer une armée, des armes, des fortifications. Il ne peut pas simplement augmenter les impôts du jour au lendemain sans déclencher une révolte. Il émet donc un emprunt, des obligations d'État vendues à des investisseurs. Les Rothschild interviennent à toutes les étapes. Ils conçoivent l'emprunt, le placent auprès d'investisseurs, avancent parfois les fonds, prennent une commission et se remboursent avec les intérêts. Leur réputation de fiabilité et leur réseau européen leur permettent d'intervenir dans plusieurs pays à la fois, parfois même des États rivaux, tant que le risque est maîtrisé. Financer des guerres n'est pas un acte neutre. Cela donne un levier énorme sur la diplomatie. Les États savent qu'une crise de confiance des banquiers peut faire exploser leurs coûts d'emprunt. Inversement, le soutien explicite d'une maison comme Rothschild rassure les investisseurs et facilite le financement. Pendant plusieurs décennies, cette position fait d'eux des arbitres silencieux de la solvabilité des puissances européennes. Au fur et à mesure que les guerres se calment, une autre révolution prend le relais, la révolution industrielle. Les chemins de fer, les mines, la sidérurgie deviennent ce que la tech et l'IA sont pour notre époque. Des secteurs à forte intensité capitalistique, avec des effets d'échelle énormes pour ceux qui investissent tôt et massivement. Les Rothschild comprennent qu'ils ne peuvent pas rester uniquement sur l'emprunt d'État. Ils se mettent donc à financer et structurer des compagnies de chemin de fer dans plusieurs pays. En France, en Autriche, en Allemagne, mais aussi plus loin, jusqu'en Amérique latine. Ils souscrivent des obligations spécifiques pour les infrastructures, prennent des participations, négocient des concessions. À la fin de la première grande vague ferroviaire, leur capital représente une part significative du financement global des rails européens. Les rails apportent des dividendes, mais surtout, ils renforcent leur position comme pivot. Chaque train qui relie deux villes augmente la valeur du réseau économique dont ils sont l'un des principaux banquiers. C'est un cercle vertueux. Plus l'Europe s'industrialise, plus leurs services deviennent indispensables. Pourtant, dès la fin du 19e siècle, quelque chose change. Une nouvelle puissance émerge, les États-Unis. Là-bas, de nouveaux acteurs, comme la Maison Morgan, puis d'autres banquiers et industriels, commencent à jouer exactement le même jeu, mais à une échelle encore plus grande. Wall Street monte en puissance, le dollar gagne en importance, et les grandes entreprises américaines, acier, pétrole, chemin de fer, puis électricité, deviennent à leur tour des monstres de capitalisation. Les Rothschild interviennent bien sûr dans certaines opérations transatlantiques, mais ils ne sont plus les seuls maîtres du jeu. L'époque où une poignée de maisons européennes pouvait dominer les grandes opérations de dette souveraine touche à sa fin. En parallèle, un autre phénomène commence à les fragiliser. La montée des nationalismes, de l'antisémitisme moderne et d'une méfiance grandissante envers les banquiers internationaux. Dans certains pays, leur nom devient un symbole commode pour dénoncer les élites financières, indépendamment de la réalité de leurs activités. Ils restent immensément riches et influents, mais leur avantage relatif se réduit. De nouveaux concurrents locaux, de nouvelles banques universelles et de nouvelles formes de financement viennent grignoter l'espace qu'ils occupaient autrefois presque seuls. Le véritable tournant arrive avec le XXe siècle et les deux guerres mondiales. La Première Guerre mondiale bouleverse les flux de capitaux, fragilise des États, détruit des empires. La famille, très présente en Europe, se trouve impliquée dans des pays qui se retrouvent parfois en camps opposés. Certaines branches doivent composer avec des gouvernements hostiles ou instables, d'autres voient leurs actifs menacés par l'inflation ou les contrôles de capitaux. La Seconde Guerre mondiale est encore plus brutale. La montée du nazisme en Allemagne et l'occupation d'une partie de l'Europe mettent directement en danger les branches situées en Allemagne, en Autriche, en France. Une partie des biens est confisquée, des propriétés sont saisies ou détruites, et plusieurs membres de la famille doivent fuir, se cacher ou s'exiler. Dans ce contexte, la branche de Londres, déjà importante, devient un refuge et un centre de gravité. Elle joue un rôle dans l'effort de guerre britannique, réorganise ses activités, participe à la gestion de l'or et au financement de l'économie de guerre. Mais l'époque des grandes opérations d'emprunts transcontinentaux, dominée par une poignée de maisons familiales, est passée. En sortant de la Seconde Guerre mondiale, les Rothschild ne sont plus la grande puissance financière mondiale.
Les États-Unis dominent, les grandes banques internationales prennent de l'ampleur, les institutions publiques, banques centrales, organismes multilatéraux, encadrent de plus en plus la finance. Pourtant, la famille n'a pas disparu. Elle s'est recomposée, en se recentrant sur des métiers où son nom et son expertise pèsent encore. Banque d'investissement, conseil financier de haut niveau, gestion de patrimoine très fortuné, investissement de long terme. Moins visible que les géants cotés en bourse, mais toujours présent là où se jouent des décisions importantes. Et c'est là que la dernière partie de l'histoire commence. Comment une dynastie qui a perdu sa domination totale arrive malgré tout à rester influente, et ce que cela dit de la manière de construire un empire familial qui traverse les siècles. On a vu comment une famille née dans un ghetto a pu, pendant un siècle, prêter de l'argent au roi et financer des empires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste vraiment de cet empire? Est-ce qu'on parle encore de « famille la plus riche de l'histoire » ou est-ce qu'on parle d'autre chose, de plus discret mais de plus durable? Après la Seconde Guerre mondiale, le monde de la finance a complètement changé. Les grandes banques internationales se sont industrialisées, les marchés de capitaux se sont mondialisés et les États ont renforcé la régulation. La marque Rothschild, elle, n'a pas disparu, mais elle a dû se réinventer. C'est brillant. Risqué, mais brillant. Nous pouvons le faire. Isoler les actifs. Alors, Antoine, comment devient-on indispensable? Les branches historiques de la famille se restructurent. À Londres, à Paris et ailleurs, les entités se recentrent sur des métiers à haute valeur ajoutée. Conseil en fusion-acquisition, levée de capitaux, restructuration, gestion de grandes fortunes et de fonds d'investissement. L'idée n'est plus de dominer tous les flux financiers du continent, mais d'être le partenaire de confiance des gouvernements, des grandes entreprises et des familles ultra-riches qui ont besoin de conseils discrets et de montages sophistiqués. Parallèlement, la famille diversifie ses actifs. On retrouve le nom Rothschild dans la gestion d'actifs, le private equity, l'immobilier, mais aussi dans des activités très concrètes comme le vin, l'agriculture ou des projets philanthropiques. Certaines branches familiales se spécialisent davantage dans la banque pure, d'autres dans la gestion de fortune ou la philanthropie structurée, en finançant des projets éducatifs, culturels ou de mémoire. Est-ce que ce sont encore les plus riches du monde? Probablement pas, si l'on compare avec certaines fortunes individuelles contemporaines issues de la tech ou de l'énergie. Mais ce n'est plus vraiment la question. La vraie singularité de cette famille, c'est d'avoir réussi à préserver un patrimoine, un réseau et une influence étalée sur plus de 2 siècles, malgré les révolutions, les guerres, les crises et la concurrence des nouveaux empires financiers. Au fond, le cœur de leur modèle n'a pas changé. Se positionner là où passent les grandes décisions économiques et politiques. Contrôler l'information mieux que la moyenne. Privilégier la continuité familiale, même quand ça coûte cher à court terme. Ce n'est plus un empire qui écrase tout, mais une dynastie qui a appris à survivre en se rendant indispensable à un plus petit nombre de clients. Mais des clients qui pèsent très lourd. Quand on résume leur histoire, on a l'impression d'une trajectoire, de l'ombre au trône, puis du trône dans la pénombre. En réalité, la constance, c'est autre chose. Une manière de penser en famille, ce que la plupart ne pensent qu'en individu. À chaque époque, les Rothschild ont appliqué les mêmes principes. Ne jamais dépendre d'un seul pays, d'un seul pouvoir, d'un seul marché. Transformer les liens de sang en véritable réseau stratégique, où chaque membre joue un rôle économique précis. Accepter de perdre en visibilité pour gagner en longévité. C'est peut-être ça, la vraie ascension. Pas seulement devenir plus riche que tout le monde à un instant T, mais rester encore debout quand la plupart des autres empires se sont déjà effondrés. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu viens de traverser plus de 2 siècles d'histoire économique compressée en quelques minutes. Tu as vu comment une famille partie de rien a exploité 3 leviers. L'information, le réseau et la vision long terme, pour passer d'un ghetto à la table des rois. Maintenant, pose-toi une question simple. Si tu devais retenir un seul de ces leviers pour ton propre business ou ta propre carrière, lequel choisirais-tu? Construire un réseau familial ou professionnel aussi solide que leur réseau de banque? Chercher en permanence l'information avant tout le monde? Ou bâtir tes projets avec une vision sur plusieurs décennies, pas seulement sur la prochaine année? Si ce genre d'enquête t'aide à mieux comprendre comment se construit vraiment le pouvoir, pas dans les discours, mais dans les flux d'argent, les contrats et les alliances, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on démonte les histoires vraies des plus grandes dynasties financières pour en tirer des stratégies que tu peux appliquer à ton échelle. Clique sur j'aime pour booster cette vidéo dans l'algorithme, laisse un commentaire pour me dire sur quelle autre famille ou quel autre empire tu veux qu'on enquête. Rockefeller, Morgan, ou même des dynasties beaucoup plus récentes. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle investigation.